Ce soir, je vous fais une petite vidéo un peu particulière. Je vais vous conter des creepypastas à l'ancienne. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une creepypasta, me demanderez-vous? C'est un court texte qui se diffuse par copies successives et qui a pour but de faire naître un malaise. Ce soir donc, ces histoires vous seront probablement connues, ou tout du moins l'une de leurs variantes. Car, comme les contes d'autrefois, certaines sont métamorphosées au gré du vent. Que vous les connaissiez déjà ou non, n'hésitez pas à me dire à la fin de la vidéo laquelle vous a le plus plu. À présent, je vous invite à me rejoindre avec un petit cookie et un bon plaid pour vous y cacher. C'est parti pour de nouvelles histoires maléfiques. En 1983, une équipe de scientifiques profondément pieux a mené une expérience radicale dans une installation non divulguée. Les scientifiques avaient émis l'hypothèse qu'un humain sans accès à aucun sens ou moyen de percevoir les stimuli serait capable de percevoir la présence de Dieu. Ils croyaient que les 5 sens obscurcissaient notre conscience de l'éternité, et sans eux, un humain pourrait en fait établir un contact avec Dieu par la pensée. Un homme âgé qui prétendait n'avoir plus rien pour vivre était le seul sujet de test à se porter volontaire. Pour le purger de tous ses sens, les scientifiques ont effectué une opération complexe dans laquelle chaque connexion nerveuse sensorielle au cerveau a été chirurgicalement coupée. Bien que le sujet des tests ait conservé une fonction musculaire complète, il ne pouvait ni voir, ni entendre, ni goûter, ni sentir, ni toucher. Sans aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur ou même de le percevoir. Les scientifiques qui l'ont surveillé, alors qu'il parlait à haute voix dans son état d'esprit un peu brouillé, utilisaient des phrases qu'il ne pouvait même pas entendre. Après 4 jours, l'homme a prétendu entendre des voix étouffées et inintelligibles dans sa tête. En supposant qu'il s'agissait d'un début de psychose, les scientifiques ont prêté peu d'attention aux préoccupations de l'homme. 2 jours plus tard, l'homme a pleuré. Il a avoué entendre sa femme décédée lui parler, et plus encore. Il pouvait communiquer en retour. Les scientifiques ont été intrigués, mais n'ont pas été convaincus jusqu'à ce que le sujet commence à nommer les parents décédés des scientifiques. Il a répété aux scientifiques des informations personnelles que seuls leurs conjoints et parents décédés auraient connues. À ce stade, une partie importante des scientifiques ont quitté l'étude. Après une semaine de conversation avec les défunts à travers ses pensées, le sujet est devenu bouleversé, disant que les voix étaient écrasantes. À chaque instant d'éveil, sa conscience était bombardée par des centaines de voix qui refusaient de le laisser seul. Il se jetait fréquemment contre le mur, essayant de provoquer une réaction de douleur. Il a supplié les scientifiques pour des sédatifs, afin qu'ils puissent échapper aux voix en dormant. Cette tactique a fonctionné pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il commence à avoir de graves terreurs nocturnes. Le sujet a dit à plusieurs reprises qu'il pouvait voir et entendre les défunts dans ses rêves.
Seulement, un jour plus tard, le sujet a commencé à crier et à griffer ses yeux, espérant sentir quelque chose dans le monde physique. Le sujet hystérique disait maintenant que les voix des morts étaient assourdissantes et hostiles, parlant de l'enfer et de la fin du monde. À un moment donné, il a crié « Pas de paradis, pas de pardon » pendant 5 heures d'affilée. Il suppliait continuellement d'être tué, mais les scientifiques étaient convaincus qu'il était sur le point d'établir un contact avec Dieu. Après un jour de plus, le sujet ne pouvait plus former de phrases cohérentes. Apparemment fou, il a commencé à mordre des morceaux de chair de son bras. Les scientifiques se sont précipités dans la chambre d'essai et l'ont retenu à une table pour qu'il ne puisse pas se suicider. Après quelques heures d'attache, le sujet a cessé de se débattre et de crier. Il regarda fixement le plafond alors que des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Pendant 2 semaines, le sujet a dû être réhydraté manuellement en raison de ses pleurs constants. Finalement, il a tourné la tête et, malgré la cécité, a établi un contact visuel concentré avec un scientifique pour la première fois de l'étude. Il a chuchoté. « J'ai parlé avec Dieu et il nous a abandonnés. » Et ses signes vitaux se sont arrêtés. Il n'y avait aucune cause apparente de décès. Waouh! Cette histoire me rappelle étrangement le film Martyr de Pascal Laugier. Étrange, dérangeant et bouleversant. Je ne comprendrai jamais comment des hommes puissent faire cela à leurs semblables sous prétexte de connaître la vérité sur leur Dieu, quel qu'il soit. Je suis allongée depuis des heures maintenant. Il est 5h35 et je ne peux pas faire grand-chose. Vous savez quel est le pire dans ma situation ? Je suis dans la même pièce que mes parents. Ils continuent de me regarder et je ne peux pas m'empêcher de regarder en arrière et d'essayer de ne pas pleurer ou crier. Leurs yeux sont braqués sur moi et leurs bouches sont grand ouvertes. Il y a une forte odeur de sang et je me sens tellement paralysée par la peur. Voici la chose. Dès que je laisse entendre que je ne dors plus, je suis complètement foutue. Je vais mourir. Et il n'y a personne autour pour me sauver. J'ai essayé de trouver une issue. Mais la seule idée que j'ai est de me précipiter vers la porte et de courir jusqu'à la porte d'entrée et d'appeler à l'aide, en espérant que les voisins m'entendent. C'est risqué. Mais si je reste ici, je vais sûrement mourir. Il attend que je me réveille et que je voie son chef-d'œuvre. Vous vous demandez probablement ce qui se passe. Je prends parfois de l'avance sur la situation. Il y a environ 3 heures, j'ai entendu des cris de l'autre côté de la maison. Je me suis levée pour vérifier le bruit avant de réaliser que je devais utiliser les toilettes. Au lieu de faire la chose intelligente et d'enquêter, j'ai d'abord utilisé la salle de bain. J'aurais pu me faire tuer tout de suite à cause de mes actions stupides. Mais j'ai fait mes affaires et j'ai jeté un coup d'œil à l'extérieur de la salle de bain. Il y avait du sang sur le tapis. J'étais très inquiète et j'ai couru dans ma chambre me cachant sous les draps comme la gamine que j'étais. J'ai essayé de me convaincre de me rendormir que c'était juste un rêve vraiment vivant ou quelque chose comme ça. Mais j'ai entendu la porte de ma chambre s'ouvrir. Comme l'enfant terrifié que j'étais, j'ai jeté un coup d'œil sous mes couvertures pour voir ce qui se passait. Je pouvais voir quelque chose traîner mes parents morts dans la pièce. Ce n'était pas humain, je peux vous le certifier. Il était glabre, sans yeux et sans vêtements. Il marchait comme un homme des cavernes, le dos voûté, alors qu'il traînait mes parents. Mais cette chose était beaucoup plus intelligente que n'importe quel homme des cavernes. Il était conscient de ce qu'il faisait. Il a soutenu mon père sur le bord de mon lit et l'a installé face à moi. Il a ensuite assis ma mère sur la chaise et l'a également positionnée vers moi.
Il a alors commencé à frotter ses mains sur les murs, les tachant de sang, puis à dessiner un cercle avec le pentagramme du diable à l'intérieur. Cette chose avait fait ce qu'elle appellerait probablement un chef-d'œuvre. Pour finir, il a griffonné un message sur le mur que je ne pouvais pas lire dans l'obscurité. Il s'est ensuite positionné sous mon lit, attendant de frapper. La chose la plus effrayante est maintenant. Mes yeux se sont habitués à l'obscurité depuis lors. Et je peux lire le message sur le mur. Je ne veux pas le regarder parce que c'est terrifiant d'y penser, mais je sens que j'ai besoin de voir avant d'être tué. Je jette un coup d'œil au chef-d'œuvre de la créature. Je sais que tu es réveillé. Après une histoire pareille, autant vous dire que je ne serais pas sereine si je devais me relever cette nuit pour aller aux toilettes. Si jamais quoi que ce soit me sort de mon lit, ce sera toute lumière allumée, voire même musique à fond, pour faire fuir les possibles assaillants. Un bon bruitage d'armes devrait faire l'affaire. Pourquoi pas? Bonsoir. J'ai décidé de raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années et à laquelle je repense encore aujourd'hui quelquefois. J'étais étudiante en kiné et vu le prix des études et mon incapacité à travailler en même temps, j'habitais toujours chez ma mère. Je me souviens très bien que c'était un jeudi, car le lendemain, j'allais avoir cours d'anatomie comparée, et c'est pour ça que j'ai accompagné ma mère à la boucherie. Elle a pris des travers de porc qu'elle comptait cuisiner le lendemain soir. Le seul soir où on mangeait en famille. Je lui avais piqué une vertèbre. Je me souviens avoir passé une bonne partie de la nuit à bouillir mes os, les mettre dans un bol d'eau de javel, les limer, bref, plein de petites astuces trouvées sur le net pour les blanchir au mieux. Le cours d'anatomie comparée est l'un de mes préférés. On nous donne un os, un animal et un humain pour les comparer et conclure sur l'évolution animale. Et ce soir-là, j'étais fière. J'amenais pour la première fois ma propre vertèbre en cours. Pour comprendre ma réaction, je dois préciser quelque chose qui peut paraître étrange lorsqu'on ne fait pas d'études avec de l'anatomie. Le rapport au corps chez nous n'est pas le même. C'est quelque chose de tout à fait normal de faire cours avec un vrai squelette humain. Nous avons des caisses entières d'os dans les amphis et un laboratoire d'anatomie avec de vrais cerveaux et des cœurs plastifiés. Pour nous, l'homme est une machine que l'on doit étudier comme les garagistes démontent des voitures pour comprendre leur mécanisme. On m'a donc donné une de ces vertèbres humaines pour que je puisse faire mon TP en écrivant les différences que je pouvais observer avec la mienne. Je vous passerai tous les détails techniques, mais j'ai comparé, mesuré, observé et noté tout ce que je pouvais voir comme différence entre ces deux vertèbres pendant une bonne partie du cours. Au bout d'une heure, désespérée, j'ai demandé de l'aide à mon professeur. Il a pris l'os que j'avais entre ses mains sans me regarder, pour me dire ce qu'il pensait, avant de me laisser pour aller aider un autre élève. Ces mots-là sont de ceux qu'on n'oublie jamais. Mais oui, bien sûr que tu ne vois pas de différence. Ce sont deux vertèbres humaines. Va piocher une vertèbre dans la boîte animale. Le soir, je n'ai pas osé en parler. Le professeur avait forcément dû se tromper. Ou j'avais mal compris. Enfin, c'était absurde. Je n'ai quand même pas touché à mon plat. Mais une chose est sûre, mes parents, eux, se sont régalés. Je pense que ce boucher a des fournisseurs bien particuliers. Ce qui devrait plaire à certains de mes personnages. Mais bon, tous les goûts sont dans la nature. Avec une bonne cuisson et quelques épices, on n'est pas à l'abri de connaître la vraie provenance de notre viande après tout. Non?
Quand j'étais petite, j'étais terrifiée par le noir. Je le suis toujours, mais quand j'avais environ 6 ans, je ne pouvais pas passer une nuit entière sans crier pour qu'un de mes parents cherche sous mon lit ou dans mon placard le monstre qui, je pensais, attendait de me manger. Même avec une veilleuse, je voyais toujours des formes sombres se déplacer dans les coins de la pièce ou des visages étranges me regardant depuis la fenêtre de ma chambre. Mes parents faisaient de leur mieux pour me consoler, me disant que ce n'était qu'un mauvais rêve ou un tour de lumière. Mais dans mon jeune esprit, j'étais certaine qu'à la seconde où je m'endormirais, les mauvaises choses m'attraperaient. La plupart du temps, je me cachais sous les couvertures jusqu'à ce que je sois assez fatiguée pour arrêter de m'inquiéter. Mais de temps en temps, je devenais tellement paniquée que je courais en hurlant dans la chambre de mes parents, réveillant mon frère et ma sœur dans le processus. Après une épreuve comme celle-là, il n'y aurait aucun moyen pour quiconque de se reposer une nuit complète. Finalement, après une nuit particulièrement traumatisante, mes parents en ont eu assez. Malheureusement pour eux, ils ont compris l'inutilité de se disputer avec une enfant de 6 ans et savaient qu'ils seraient incapables de me convaincre de me débarrasser de mes peurs enfantines, que ce soit par la raison ou la logique. Ils devaient être plus intelligents. C'est donc tout naturellement que ma mère a eu l'idée de me coudre un doudou. Elle a rassemblé un large assortiment de morceaux de tissu pris au hasard, et avec sa machine à coudre, elle a créé ce que j'appellerai plus tard Monsieur Hic. Hic était un monstre chaussette, comme ma mère l'appelait. Il a été créé pour me garder en sécurité pendant que je dormais la nuit, en effaçant tous les autres monstres. Il était sacrément effrayant, je devais l'admettre. Honnêtement, en y repensant maintenant, je suis toujours impressionnée que ma mère puisse penser à quelque chose d'aussi étrange et dérangeant. Hic avait le look cousu d'un gremlin de Frankenstein, avec des grands yeux blancs et des oreilles de chat souples. Ses petits bras et ses petites jambes étaient faites d'une paire de chaussettes rayées noires et blanches de ma sœur. Et la moitié de son visage, qui était verte, était faite d'une des grandes chaussettes de football de mon frère. Sa tête aurait pu être décrite comme bulbeuse, et pour sa bouche, ma mère a attaché un morceau de tissu blanc et cousu en zigzag pour former un large sourire de dents acérées. Je l'ai aimé tout de suite. Dès lors, Hic ne m'a plus quittée, tant que c'était après le crépuscule bien sûr. Hic n'aimait pas le soleil et se fâchait si j'essayais de l'amener à l'école avec moi. Mais ce n'était pas grave. Je n'avais besoin de lui que la nuit pour éloigner les monstres. Ce pourquoi il était doué. Donc, chaque nuit, à l'heure du coucher, Hic me disait où se cachaient les monstres et je le plaçais le plus proche de là où se trouvait ledit monstre. S'il y avait quelque chose dans le placard, Hic bloquerait la porte. S'il y avait une créature sombre qui grattait à ma fenêtre, Hic se presserait contre la vitre. S'il y avait une grosse bête poilue sous mon lit, alors, sous le lit, il serait. Parfois, les monstres n'étaient même pas dans ma chambre. Parfois, ils se cachaient dans mes rêves, et Hic devait m'accompagner dans mes cauchemars. C'était amusant d'amener Hic dans le monde des rêves. Nous passions des heures à combattre les ghouls et les démons. La meilleure partie était que dans mes rêves, Hic pouvait me parler pour de vrai. « Combien tu m'aimes ?» il me demandait. « Plus que tout !» je lui disais toujours. Une nuit, dans un rêve, après avoir perdu ma première dent, Hic m'a demandé une faveur. « Puis-je avoir ta dent ?» Je lui ai demandé pourquoi. « Pour m'aider à tuer les mauvaises choses ?» a-t-il dit. Le lendemain matin, au petit déjeuner, ma mère m'a demandé où était ma dent. D'après ce qu'elle m'a dit, la fée des dents ne l'avait pas trouvée sous mon oreiller. Quand je lui ai dit que je l'avais donnée à Hic, elle a juste haussé les épaules et s'est remise à nourrir ma petite sœur. Dès lors, chaque fois que je perdais une dent, je la donnais à mon doudou. Il me remerciait toujours, bien sûr, et me disait qu'il m'aimait. Cependant,
J'ai fini par manquer de dents de lait et je commençais à être un peu trop vieille pour continuer à jouer avec des poupées. Alors Hic est juste resté assis là, sur ma bibliothèque, à ramasser la poussière, s'éloignant lentement de mon attention. Au fil du temps, les cauchemars, cependant, sont devenus pires que jamais. Si mauvais qu'ils ont même commencé à me suivre dans le monde éveillé, terrorisant chaque coin sombre ou bruissant dans les buissons. Après une nuit particulièrement mauvaise à vélo chez un ami, où j'aurais juré qu'une meute de chiens enragés me poursuivait, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé quelque chose d'étrange qui m'attendait dans ma chambre. Là, sur mon lit, debout dans la douce lueur de la lumière de la lune, se trouvait Hic. Au début, j'ai juste pensé que mes yeux me jouaient encore des tours. Il l'avait fait toute la soirée, alors j'ai essayé d'allumer les lumières. J'ai appuyé sur l'interrupteur, puis une fois de plus, une fois encore, sans changement de l'obscurité. C'est alors que j'ai commencé à devenir nerveuse. Je reculais lentement vers la porte derrière moi, mes yeux ne quittant jamais la forme de la silhouette d'Hic. Ma main, maladroitement tendue pour atteindre la poignée de la porte. J'étais sur le point de sortir de là quand j'ai entendu la porte se refermer d'elle-même, m'enfermant dans le noir, dans rien d'autre que des ombres et du silence. Je restais figée sur place, ne respirant même pas. Pendant combien de temps, je ne peux pas dire, mais après ce qui m'a semblé être une vie de peur, et j'ai entendu la voix stridente et familière. « Tu as arrêté de me nourrir, alors pourquoi devrais-je te protéger ?» Me protéger de quoi ? Laisse-moi te montrer. J'ai cligné des yeux une fois et tout a changé. Je n'étais plus dans ma chambre, j'étais ailleurs. Ce n'était pas l'enfer, mais la comparaison n'était pas loin. C'était une sorte de forêt, un endroit horrible et cauchemardesque, où des avortements embryonnaires partiels pendaient ici et là, et le sol grouillé d'insectes carnivores. Un épais brouillard flottait dans l'air, et avec lui la puanteur de la viande pourrie, tandis que des éclairs de feu traversaient le ciel nocturne. Au loin, je pouvais entendre les cris agonisants de quelque chose de pas tout à fait humain. Ma tête battait comme si elle était sur le point d'exploser, la douleur expulsant une rivière de larmes. Dans ma tête, j'entendis à nouveau sa voix. C'est ce que deviendrait ta réalité sans moi. J'ai senti des pas tremblants s'approcher rapidement. Je suis le seul à pouvoir l'arrêter. Il était derrière moi maintenant, énorme et en colère, un souffle chaud dans mon dos. Apporte-moi ce dont j'ai besoin et je le ferai. Je me suis réveillée avant de pouvoir faire demi-tour. Le lendemain, j'ai fait une descente dans le placard de mes parents pour les dents de lait de mon frère, les donnant toutes à Hic. Presque immédiatement, les terreurs nocturnes ont cessé et j'ai pu plus ou moins continuer ma vie normalement. De temps en temps, je devais me faufiler dans la chambre de ma petite sœur et arracher ce qui était destiné à la fée des dents, ou étrangler l'un des chats du quartier et lui arracher ses petites incisives acérées. N'importe quoi pour conjurer les visions. N'importe quoi, d'un collier de dents de requin à une dent cariée en proie à une cavité. J'ai également commencé à remarquer que mon doudou se déplaçait dans ma chambre, à chaque fois que je partais pour un certain temps, réorganisant mes affaires et accrochant des rideaux supplémentaires. Il commençait même à avoir l'air plus réaliste, d'une certaine manière. Dans la bonne lumière, ses dents brillaient et il était chaud au toucher. Bien qu'il m'effrayait, je ne pouvais pas trouver le courage de le détruire, sachant parfaitement où cela me mènerait. J'ai dû continuer à collectionner les dents pour Hic, tout au long du lycée et de l'université. Plus je vieillissais, plus j'apprenais à avoir peur. Plus Hic avait besoin de dents pour me protéger. J'ai 22 ans maintenant. J'ai un travail décent, mon propre appartement et un dentier. Cela fait presque un mois depuis le dernier repas de Hic, et les horreurs recommencent à m'entourer. J'ai fait un détour par un parking après le travail ce soir. J'ai trouvé un homme qui tâtonnait avec ses clés de voiture.
Ses dents étaient tachées de jaune par une vie de cigarettes et de café. Même encore, j'ai dû utiliser un marteau pour sortir les molaires. Quand je suis entrée à mon appartement, il m'attendait. Au plafond, dans le coin. Des yeux blancs et une bouche de rasoir. Combien tu m'aimes? Il me demanda. Plus que tout, je répondais en enlevant mon manteau. Plus que tout au monde. Le fameux doudou. Celui qui rassure, celui qu'on câline, celui à qui on raconte tous nos secrets. Jamais je n'aurais pu penser qu'un être de chiffon puisse être aussi démoniaque. Après cette vidéo, je vais faire le tour des jouets qu'il y a chez moi. Si l'un d'eux a le malheur ne serait-ce que de fermer un œil lorsque je passe à côté, hop, au bûcher. J'espère que ce petit florilège de terreur ne va pas vous garder éveillé toute la nuit. Si c'est le cas, vous m'envoyez désolé. Mais c'est un peu le but de toutes ces creepypastas après tout. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de la commenter ou de la liker si vous avez aimé. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Attention à vous. Si ce soir, au moment de dormir, vous sentez une envie irrépressible de regarder sous le lit, abstenez-vous, on ne sait jamais. Peut-être qu'en dessous attend patiemment un être maléfique.